Bonjour à toutes et à tous, ici le colonel Van Hagen. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et ils sont nombreux, je co-dirige le Cercle Richelieu avec Alexandre, et allez, disons-le, je suis la part d'ombre du cercle. Ou devrais-je dire plutôt la part dans l'ombre. Ceci étant dit, je vais vous parler dans une série d'émissions sur ce sujet, sur un sujet particulier on va dire, quelque chose que l'on qualifie habituellement de complotiste, ce qui me fait beaucoup rire à vrai dire. Il est très intéressant déjà dans un premier temps de clarifier ce terme afin que l'écoute soit dénuée de bruit parasite. Prenons, si vous le voulez bien, un exemple tiré de ce célèbre site complotiste qu'est Wikipédia. Nous allons prendre l'incident du golfe du Tonkin, très brièvement. Il s'agit de 2 attaques consécutives sur 2 destroyers américains qui vont conduire les États-Unis à s'impliquer officiellement dans la guerre du Vietnam. Pendant des années, les faits faisaient état de 2 attaques consécutives. Aujourd'hui, on sait de manière définitive que la 2e attaque n'a jamais eu lieu. Et au passage, ici, lorsqu'on parle d'attaque, ce sont des tirs de mitrailleuses depuis des vedettes sur 2 bâtiments de guerre américains, en l'occurrence des destroyers, et une balle atterrit sur l'un d'eux. Pendant longtemps, cette théorie du complot a été vue comme un fantasme par beaucoup. Le terme théorie du complot existe depuis à peu près le rapport de la commission Warren à la suite de l'assassinat contre le président Kennedy, où la commission remettait en doute la théorie du complot pour assassiner le président. Le terme vient de l'anglais conspiracy theory, qui va donner aussi en français conspirationniste, etc. Ceci étant dit, si je vous dis qu'une organisation très officielle a pour but d'établir un gouvernement mondial, le terme anglais est précisément a one world government, un gouvernement unique mondial, le New World Order n'est pas forcément le bon terme à vrai dire, que cette organisation regroupe près de 5000 membres de la politique, des universités et des médias, que leur but est donc ce gouvernement mondial, et qu'en fait tout cela n'est qu'un secret pour vous, et pas pour eux, que ces gens ne se cachent pas, que depuis sa création ce groupe ne s'est jamais arrêté d'œuvrer et n'a jamais reculé devant un coup tordu pour arriver à ses fins. Ce groupe s'appelle le CFR, le Council on Foreign Relations. Le CFR va naître à la suite du groupe d'études piloté par le colonel Edward Mandelhouse, qui était le conseiller spécial de Woodrow Wilson, et que l'on appelait The Inquiry. Il y a une connexion initiale avec The Inquiry et le plan pour établir une banque centrale aux États-Unis. Nous sommes devant, par exemple, une citation d'un livre de Curtis Dole, qui était le beau-fils de Franklin Delano Roosevelt, qui était au fait de pas mal d'histoires internes à Washington. Dans son livre My Exploited Father-in-Law, Curtis Dole déclare la chose suivante: Woodrow Wilson s'engagea sur plusieurs points auprès du banquier Bernard Baruch. 1. Prêter une oreille complaisante aux conseillers qui occuperont son cabinet. 2. Être l'artisan de la création d'une banque centrale. 3. Être l'artisan de la mise en place d'un impôt sur le revenu. Et 4. Prêter une oreille complaisante à des conseils si une guerre devait éclater en Europe. Wilson était le candidat du pouvoir bancaire américain. Incidemment, Wilson, pour la conférence de la paix, nomma à sa tête un certain Paul Warburg, qui était également nommé à la tête de la Banque fédérale américaine. On peut se poser la question de la légitimité de Warburg, un récent immigré
Comment peut-il être qualifié pour des sujets aussi critiques qui impliquent le destin des États-Unis? Les fameux 14 points de Wilson à la conférence de paix n'étaient pas de son fait, mais celui du colonel Mandelaus, l'homme de paille des banquiers. Ceci est confirmé par le biographe de Wilson, Ray Stannard Baker. Le but de la Ligue des Nations, orchestrée par les banquiers internationaux, était déjà le gouvernement mondial. Mais la Ligue va capoter, notamment parce que le Sénat américain ne va pas la ratifier. Car le président des États-Unis peut engager le destin des États-Unis sans l'approbation du Sénat. Ça paraît assez évident. Quand la nouvelle atteint Paris, les banquiers se réunirent rapidement et vont tenir une série de réunions, notamment à l'hôtel Majestic à Paris. Ils prirent la résolution de créer une nouvelle organisation, son but étant de changer le climat de l'opinion américaine afin que la nation accepte la notion de gouvernement mondial. C'est donc en 1921 que va naître le Council on Foreign Relations. Initialement, le CFR est constitué de banquiers et d'avocats affiliés à la JP Morgan & Company, comme un certain John W. Davis, qui est donc le président fondateur du CFR et qui était l'avocat personnel de JP Morgan, ou encore John Cravath, le vice-président fondateur du CFR, qui est un avocat proéminent à la Morgan Company. Russell Leffingwell, associé chez Morgan, était le premier chairman du CFR. Ils y adjoignirent également des professeurs d'université afin que tout cela ne soit pas uniquement dominé par des banquiers et des avocats, mais ils prirent le soin de choisir ces professeurs dans des universités largement financées par Morgan. Les Rockefeller apportèrent également l'argent au CFR. David Rockefeller fut chairman pendant de nombreuses années et il est toujours membre honoraire du CFR. Alors, pourquoi ai-je cette obsession du CFR? Après tout, c'est vrai que c'est américain. Mais, vous verrez par la suite, et vous, je pense, les gens qui écoutent le Cercle Richelieu le savent, ce qui préside au destin de l'Europe naît aux États-Unis. Au travers de nombreuses publications éminentes, le CFR influe les affaires américaines et étrangères. Notamment une publication qui s'appelle Foreign Affairs, que le Times décrit en 1986 comme étant le journal imprimé le plus influent du monde. Peu de gens connaissent Foreign Affairs, et c'est à la fois dommage et compréhensible. Je vous invite à aller sur le site du CFR et d'aller lire les fabuleuses publications de ces mondialistes. C'est un vrai manuel pour le parfait mondialiste. Selon le CFR, sur les sources du CFR, sur les 5000 membres qui le composent, 1000 sont dans les médias et le système éducatif. Mais la méthode d'influence principale du CFR est le fait de fournir des secrétaires et des sous-secrétaires au gouvernement américain. À l'année 2013, le CFR avait fourni 21 secrétaires à la défense ou à la guerre, 19 secrétaires du Trésor, 18 secrétaires d'État et 16 directeurs de la CIA. Par exemple, sous Bill Clinton, 12 membres de son cabinet étaient issus du CFR. Sous Bush Jr., on citera le vice-président quand même, Dick Cheney, le secrétaire d'État Colin Powell et Condoleezza Rice également, qui lui succède, l'assistant à la défense Paul Wolfowitz, Stephen Hadley, le sous-secrétaire à la sécurité nationale. Sous Obama, Timothy Geithner au Trésor, Robert Gates à la défense, Janet Napolitano au Homeland Security, et la secrétaire d'État Janet Steinberg. Comme vous l'avez compris, le CFR est un des composants du Deep State américain. Et ce genre de procédé n'est pas méconnu, et ma foi est même reconnu. Tant et si bien que je vais vous citer un article que j'ai extirpé le 10 août du New American, je vous mettrai le lien, et cette citation nous vient d'un anglais curieusement. Je cite. Dans ses célèbres Lectures
on the French Revolutions, une série de conférences qui furent données à l'université de Cambridge entre 1895 et 1899, l'historien et homme d'État britannique John Emmerich Dalberg, plus connu sous le nom de Lord Acton, notait la chose suivante. Je cite dans la citation : « La chose marquante avec la Révolution française n'est pas le tumulte qu'elle a causé, mais le but caché. Au travers du feu et de la fumée, nous pouvons percevoir les preuves d'une organisation avec un dessein calculateur. Ceux aux commandes restent précautionneusement cachés et masqués, mais il ne demeure pas de doute quant à leur présence. » Alors, pourquoi est-ce important de connaître l'existence du CFA ? Je vous en parlerai plus avant dans une future vidéo, mais je trouvais cela déjà intéressant de revenir sur l'existence même de cette institution supranationale. Je pense que vous comprenez que ces mondialistes à la puissance sans rivale ont tout pouvoir sur l'Europe au travers d'organisations sœurs basées en Europe. Et d'ailleurs, dans le livre que l'on peut télécharger sur le site du CFR, Continuing the Inquiry, la citation phare de la page de garde est de Jean Monnet. Je cite : « Rien n'est possible sans les hommes, rien ne dure sans les institutions. » Alors merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je continuerai cette série pour le Cercle Richelieu, bien sûr. Alors vive le roi, vive la France, et soyez royalistes.